Donc, bonjour à tous, bienvenue à la troisième session du Forum Propinal de l'Union LFM, c'est l'association des anciens des lycées français du monde. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps sur une table ronde qui portera sur Madagascar. Donc, c'est travailler et créer une activité dans un pays émergent ou dans un pays en voie de développement, donc l'exemple de Madagascar. Nous avons trois très bons profils de Madagascar aujourd'hui que nous allons recevoir. Donc, Eline Akbarali, Gaëtan Etancelin et Max Fontaine. Je vais d'abord commencer par présenter nos intervenants. Donc, Eline Akbarali, vous avez grandi à Madagascar. Vous avez fondé Made for a Woman. Vous avez fait vos études à Paris et à Milan. Et dans cette session, on vous parlera un peu plus de votre retour d'expérience, notamment l'entreprise que vous avez créée à Madagascar. Max Fontaine, ancien du lycée français de Tananarive, vous avez étudié notamment au Canada à HEC Montréal. Je note qu'en 2018-2019, vous êtes revenu à Madagascar pour créer votre propre boîte qui est illustrée derrière vous, donc Bond, pour un sujet qui est très important aujourd'hui, à l'heure où on parle sur la reforestation à Madagascar, pour, on va dire, revigorer et rendre un peu l'île rouge plus verte. Donc, vous allez pouvoir parler de votre expérience, de vos activités à Madagascar. Gaëtan Etincelin, ancien du lycée français de Tana et de Tamatave. Vous avez plus de 20 ans d'expérience, notamment vous êtes expert en certification bio. Vous avez travaillé pour plusieurs PME, plusieurs entreprises, plusieurs organisations. Vous avez aussi notamment créé, je note que vous avez créé le premier incubateur d'entreprise à Tamatave qui s'appelle PMI en entreprise. Donc, vous pourrez aujourd'hui parler de votre retour d'expérience par rapport à toutes vos activités à Madagascar. Donc, on va commencer cette table ronde avec peut-être, Eline, tu peux nous parler de toi un peu, de ton parcours, que je n'ai pas beaucoup développé, et parler de ton expérience à Madagascar. Ok, donc bonjour, enchantée, je suis Aileen. Oui, comme tu disais, j'ai grandi à Madagascar, je suis italienne-indienne de Madagascar. Et donc, j'ai fait l'école ici jusqu'à 18 ans et après, je suis allée étudier en Italie où j'ai étudié mode. Je suis allée travailler en Inde avec une marque de haute couture où j'ai travaillé dans leur entreprise commerciale, mais aussi dans leur atelier, dans leur usine. Et finalement, je suis revenue en Europe où je suis allée faire un master à Paris dédié au Corporate Social Responsibility, donc tous les projets liés à la responsabilité sociale. Et en 2019, j'ai fondé Made for Women avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie globale des communautés marginalisées grâce à des salaires équitables, mais aussi grâce à une aide psychologique, facultative et financière. Donc, pour vous donner on va dire un résumé de ce qu'on fait chez Made for Women, on produit des produits artisanaux faits à la main, luxe, donc accessoires, par des communautés marginalisées dans notre atelier où on exporte tous nos produits à l'international. Donc, un point assez spécifique de notre atelier, c'est que au-dessus des salaires équitables qu'on offre à nos femmes, on offre aussi des bénéfices en plus, comme des comptes épargne, des microfinances, le SACAF, donc comment on dit ça, à manger, le transport, on a un espace enfant, on a des cours de formation à partir des cours de danse jusqu'à des cours de IT. On a des aides médicales avec des médecins et des psychologues. Et en ce moment, on est en train de travailler avec des international social workers qui ont de l'expérience dans des pays sous-développés et dans des pays d'urgence, qui nous aident à mesurer des KPIs spécifiques pour comprendre comment et où nous pouvons avoir un impact et faire une différence dans la vie de nos artisans. Donc, voici un petit peu un résumé de ce qu'on fait à l'atelier chez Made for Women. Très bien, merci Eline. Gaëtan, tu peux parler peut-être de ton expérience à Madagascar et de tout ce que tu as fait pendant tes années d'expérience? Ok, bonjour à tous et merci de m'avoir donné
justement l'opportunité d'échanger avec vous sur mon parcours, ce que j'ai fait et pourquoi j'ai un jour pensé à faire créer cette pépinière d'entreprise. Donc, je suis revenu à Madagascar en 2007, donc ça fait plusieurs années quand même que je suis revenu ici. J'ai accompagné une entreprise familiale pendant presque 10 ans sur tout ce qui est développement durable, certification, donc producteur, transformateur et exportateur de produits certifiés agriculture biologique et développement durable. D'ailleurs, c'est l'une des premières entreprises à être certifiée bio et voire l'une des premières à Madagascar. Et j'ai aussi beaucoup participé justement à l'élaboration des cahiers des charges pour aussi bien l'Union européenne ou pour la Suisse, pour justement améliorer par rapport à tout ce que nous avons ici à Madagascar et dans les pays tiers, donc en Afrique, en Asie, en Pacifique, etc., sur tout ce qui concerne justement nos spécificités. Donc, c'est cette expérience-là que j'ai aussi emmenée à différents niveaux pour les certifications. Donc, on fait souvent appel à moi pour pouvoir justement aborder tous ces sujets, certification de groupe pour les coopératives, pour les producteurs et pour les usines. Donc ça, c'est une grosse partie de ce que j'ai réalisé pendant assez longtemps. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les petits producteurs pour justement les emmener dans ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la chaîne de valeur, donc pour qu'ils puissent avoir justement une place très importante, voire la plus importante, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable si on n'a pas un revenu décent et un revenu juste, comme a juste dit Aileen, si on ne s'occupe pas aussi de tout ce qui est base. Donc c'est ce que j'ai fait avec les producteurs. Et donc, en 2015, j'étais aussi également président du conseil d'administration d'un centre de formation de techniciens et animateurs ruraux. On s'était dit que l'une des choses qui manquait en milieu rural, c'était l'entrepreneuriat. C'était comment devenir un chef d'entreprise en milieu rural ou en milieu urbain et qu'il n'existait aucun accompagnement en fait à Madagascar. Donc, cette idée-là était venue en 2015 et 12 mois après, nous avons créé cette pépinière d'entreprise qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, qui était on va dire, vraiment un travail entre deux collectivités décentralisées en France, la ville de Saint-Étienne et la ville de Tamatave. Donc, elle existe encore jusqu'à aujourd'hui et elle a accompagné jusqu'à aujourd'hui 27 entreprises de différents domaines, que ça passe de l'architecture à du compost, à celui qui voulait faire des plantations, etc. Donc, tout cet accompagnement de jeunes entrepreneurs avait besoin justement de gens un peu expérimentés, puisque pour éviter les pièges, les dangers, l'administration, comment on fait pour travailler sereinement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce centre-là, pour pouvoir permettre à ces jeunes entrepreneurs, attention, parce qu'il y en a qui avaient 18 ans, puis il y en avait qui avaient 66 ans, donc c'est pas que pour les jeunes. Donc, et dernière chose peut-être pour bien agrémenter tout ça, donc c'est le secteur privé qui est un peu le rôle moteur sur le côté économique à Madagascar, donc c'est aussi par ce biais-là que j'ai fait en sorte que les jeunes aussi aient cette vision-là. Merci. Très bien, on aura l'occasion de parler du secteur privé à Madagascar dans quelques minutes. Max, c'est ton tour, tu peux présenter ton entreprise et pourquoi tu es revenu à Madagascar après tes études. Merci beaucoup Olivier, Gaëtan, Aileen et puis bonjour à tous. Donc Max Fontaine, je suis né à Madagascar, j'ai grandi aussi ici, j'étais au lycée français et après mon bac, j'ai eu l'occasion de partir étudier à Montréal, donc de 2013 à 2018. Et bien sûr, comme tous ceux qui sont rentrés, on se pose toujours la question, est-ce qu'on reste à l'étranger, est-ce qu'on retourne à Madagascar? Moi, ma réflexion, elle s'est basée sur le fait que rentrer à Madagascar, oui, mais pour faire quoi? Et je savais que si je rentrais, je travaillerais dans les milieux ruraux parce que voilà, 80% de la population malagache habite dans les campagnes. Donc, si on veut avoir un impact concret, si on veut changer les choses, je pense qu'il faut surtout travailler avec ces 80%-là, surtout que ce sont les personnes qui nous nourrissent, c'est les personnes aussi les plus vulnérables et je dirais que c'est les personnes les plus oubliées depuis l'indépendance de Madagascar. Donc, je voulais absolument travailler avec ces personnes-là.
J'ai tâté différents terrains, lancé une première entreprise d'agriculture. Ensuite, j'ai travaillé dans une grosse zone franche, dans une entreprise de textile pour acquérir un peu d'expérience professionnelle, comment ça se passe de travailler dans une boîte qui est structurée, dans une boîte qui est basée à Madagascar, mais qui travaille à l'international. Et ensuite, en 2018, l'idée de Bond est arrivée. En 2019, on a structuré la compagnie, on a créé la structure juridique. Et le principe, en fait, c'était, on voyait que pendant la saison de reboisement, tout le monde fait du reboisement. Quasiment toutes les entreprises font du reboisement. Et dès qu'on essaye un peu de gratter sous la surface, on a du mal à cerner les réels impacts, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau des populations locales ou au niveau de l'économie. Donc, non seulement il y avait un manque, je dirais, d'expertise technique, un manque de suivi des projets, mais surtout, c'était de l'argent perdu pour le secteur privé ou ceux qui engageaient ces projets de reboisement-là, quoi. Donc, nous, on a commencé à concevoir un modèle où on plante des arbres sur les terrains des paysans. C'était notre premier modèle en agroforesterie. Depuis 2019, on a travaillé avec plus de 300 paysans différents. On a des projets maintenant dans 5 régions de Madagascar et différents types de projets. Donc, on a l'agroforesterie, on a des projets de mangroves aussi. Et cette année, on va lancer d'autres projets à vocation un peu plus productive, comme par exemple du bambou, mais toujours en mettant les populations locales au milieu de nos projets. Donc voilà, après j'imagine qu'on aura l'occasion d'aller plus en détail avec les questions que tu vas nous poser. Oui, merci Max. Justement, après vous avoir écouté, vous avez tous les trois un point commun, vous êtes tous rentrés à Madagascar pour se mettre entrepreneur, soit pour lancer une entreprise avec un fort impact social. Et du coup, ma première question, ou une de mes premières questions, ce serait plutôt de savoir, quand vous avez décidé d'aller à Madagascar, quelles étaient vos appréhensions, vos craintes, parce que forcément, retourner à Madagascar, c'est pas facile. Comment est-ce que vous avez su gérer un peu, comment est-ce que vous avez su gérer un peu les problématiques qu'il pouvait y avoir à Madagascar, mais surtout, vous avez parlé de contraintes, de difficultés. Comment vous les avez surpassées et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez surpassé ces difficultés, ces contraintes pour développer vraiment une activité dans un pays comme Madagascar? Éline, tu peux commencer à répondre si je te vois aussi des sourcils. Non, c'est exactement ça. Tout est difficile, surtout quand tu rentres un pays aussi pauvre où il y a tellement de choses à développer. Tu vas tout faire. Honnêtement, tu es dans un pays où c'est magnifique parce que vraiment, tu peux tout développer, mais en même temps, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas les justes associations qui peuvent t'aider. Donc, vraiment, tu es là et tu dis, OK, je vais tout faire. Et c'est stop, mais en même temps, c'est super fatigant. Donc, tu arrives et tu n'as pas la base, tu n'es pas prête, mais quand même, tu as envie de faire, tu as envie d'aider ta population parce que tu vois un potentiel énorme dans ce pays. Il y a de tout. Donc, tout est possible ici et ça te donne la force pour continuer. Donc, par exemple, chez Made for a Woman, nous avons volontairement choisi de travailler avec des groupes et des personnes qui sont les plus oubliées et les plus marginalisées. Donc, nous, on travaille avec des survivantes de GBV, des handicapés, des prostituées, des centres de rééducation, des mères célibataires. 90% de nos femmes sont des victimes d'abus. 5% sont des femmes handicapées mentales et physiques. Et 5% ont 18 ans et c'est des survivantes de violences domestiques. Donc, vraiment, on travaille avec des personnes qui ont une logique complètement différente, qui essayent de survivre au moment. Et donc, c'est très intéressant, mais en même temps, il faut trouver les bons médiums pour communiquer avec eux et trouver des méthodes qui peuvent vraiment leur créer un impact réel et vraiment les aider dans le long terme. Et l'idée, c'est de ne pas les garder comme artisanes toute la vie, mais vraiment trouver un système de leur aider à développer des spécialisations, de remonter l'escale de travail et vraiment arriver à un point où elles peuvent réaliser leur rêve, qui est très difficile parce que ces femmes n'ont pas de rêve. Donc, c'est vraiment un top-down approach qu'il faut prendre, non, bottom-up approach, pardon, qu'il faut vraiment prendre. Et c'est très difficile, surtout dans le monde de la mode,
où tout travaille très rapidement et tout est très superficiel. Donc, on vend des produits de luxe, surtout en Italie en ce moment. Et à cause des deadlines et à cause de la raison que nous, on fait tout à la main, il y a beaucoup on va dire, de difficultés à comprendre tout le projet social derrière. Donc, les gens, ils adorent le concept social, ils adorent qu'on est certifié WFTO, mais en même temps, ils veulent que les produits arrivent au bon moment. Ils veulent que tout soit parfait. Et c'est un peu du greenwashing parce qu'ils veulent vendre des produits éthiques, mais en même temps, ils ne veulent pas que le mouvement de fast fashion termine. Donc, c'est très, très difficile à travailler avec le monde international quand tu vis dans un pays aussi pauvre où vraiment tu dois faire tout. Tu dois vraiment développer et changer une mentalité qui est très, très forte culturellement. Et donc voilà, c'est difficile, mais tout est possible. Donc voilà. Merci Eline, échange très enrichissant. Gaëtan, tu peux peut-être parler de tes difficultés à travers ton expérience à Madagascar. Quelles étaient les principales difficultés que tu as rencontrées depuis? Il faut voir Madagascar comme une île. Hein. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose où on est un État insulaire. Donc la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas de voisins. N'ayant pas de voisins, il est très difficile pour les populations en fait de pouvoir s'identifier à autre chose que ce qu'ils voient tous les jours. Et il leur est difficile aussi de pouvoir se projeter sur quelque chose puisque comme on est dans une île, on voit très bien et très fortement dans le comportement quotidien que c'est très difficile à faire changer les choses. Donc la première chose qu'il faut bien apprendre quand on revient à Madagascar, c'est tout ce que vous pensez en tant que timing, il faut le multiplier par 3. Il n'y a rien à faire, il faut le multiplier par 3. Hélène qui est en train de sourire, et Max aussi, il faut le multiplier par 3. Mais à partir du moment où vous connaissez en fait cette donne, et que vous prenez en compte que ça prendra 3 fois plus de temps que ce que vous pourrez avoir ailleurs, vous pouvez travailler dans des conditions un peu plus normales. Donc, en fait, la plupart des gens, quand ils reviennent à Madagascar, et c'est la première difficulté, c'est qu'on essaye d'imposer ce qu'on nous a appris ailleurs et de penser que ça pourra se faire appliquer comme un plugin avec Madagascar. Et ça, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne fonctionne pas comme ça, parce que sinon, on ne serait pas dans l'état où ce qu'a décrit Hélène tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté. La deuxième, c'est de pouvoir aussi s'entourer de compétences et d'avoir les compétences pour pouvoir réaliser des choses, surtout quand on parle d'export ou qu'on parle de travaux. Donc, pour l'alimentaire, l'agroalimentaire, il y a des normes, il y a des choses sur lesquelles on est obligé d'avoir un minimum d'éducation. Et notre difficulté, c'est d'avoir des formations en adéquation avec ce qu'on a tous besoin en tant que ou chef d'entreprise, ou si l'on veut nous-mêmes se développer. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième difficulté. Et en troisième lieu, et ça, je pense que là, on va être tous d'accord, c'est les infrastructures. Nos infrastructures pour aller du point A au point B sont, on va dire, d'une difficulté vraiment majeure. Donc, tout ça a un coût, et ce sont ces coûts cachés qui définitivement ne permettent pas d'avoir un business plan clair quand on arrive ici. Il faut en prendre en compte à peu près tous les jours ces nouveaux paramètres-là. Donc ça, c'est vraiment les 3 plus grosses difficultés qu'on peut avoir. Et puis, ne pas oublier quand même qu'on est sous le soleil. Donc, on a les plages, on a la mer, on a la montagne, on a les forêts. Donc, on a quand même des choses qui sont quand même bien. Et c'est pour ça qu'on est un peu revenus tous les 3. Très bien, merci Gaëtan. Là, je vois dans le chat, c'est aussi le sujet de notre table ronde, il y a déjà pas mal de commentaires. Donc, Max, on va te laisser juste parler des contraintes que tu as pu subir ou des échecs que tu as pu subir quand tu as lancé ton entreprise, et on répondra aux questions pour échanger avec le public. D'accord. Pour revenir à l'appréhension un peu avant le retour, je pense que pour nous, par exemple, Aileen, Gaëtan et moi, vu qu'on a grandi à Madagascar, on sait quand même on savait dans quel environnement on allait sauter. Tu vois, c'est pas comme si, par exemple, on était des expats purs et durs qui allons dans un nouveau pays. Donc, on connaissait un peu le terrain de jeu. Après, peut-être pas le terrain du business, mais au moins on connaissait la culture, etc. Donc, ça aide beaucoup.
et on savait qu'on ne pouvait pas débarquer avec notre expérience internationale. Cette expérience-là, elle peut nous servir à structurer les business, les process, mais c'est tout un paradigme qu'il faut changer. Je dis souvent, j'ai souvent des amis qui sont à l'étranger qui disent « Moi, je vais prendre 10 ans d'expérience chez KPMG avant de rentrer à Madagascar ». Quand tu rentreras à Madagascar, ces 10 ans d'expérience-là, il faut accepter de revenir comme un stagiaire. Madagascar, c'est une autre règle du jeu, c'est un autre terrain de jeu. Donc, je pense que le plus vite tu rentres, le plus vite on assimile ces nouvelles règles. Et c'est comme ça qu'après, on peut vraiment essayer de développer des belles choses. Et le plus vite, on se prend les coups aussi. Et ça, je pense que les coups, on en a tous pris. Des coups auxquels on ne s'attendait pas forcément. Mais ça forge et ça forme. Et dans un terrain comme Madagascar, l'entrepreneuriat de base, je pense que c'est quelque chose de très compliqué dans n'importe quel pays du monde. Mais ici, c'est vraiment c'est un combat de boxe quotidien parce que il faut faire attention à tout, de tous les côtés, les problèmes de RH, les problèmes de fisc, les problèmes de distribution, les infrastructures. Et voilà, donc les contraintes, nous, c'est venu surtout de l'adaptation permanente à cette culture du business, à cette culture locale, mais on s'en plaint pas en fait. C'est aussi là qu'il y a des opportunités, comme la barrière à l'entrée, elle a l'air un peu plus difficile. Ça fait que c'est les plus résilients qui arriveront à se développer sur le long terme. Donc oui, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, on peut en parler pendant des heures, mais au final, ça ne nous décourage pas de faire ce qu'on fait. Très bien, merci Max. On va peut-être passer aux questions. Et il y a déjà 2 personnes qui ont réagi. Donc bonjour Vénia Rangenarville, qui a une question pour Eileen. La question c'est, est-ce que Made for Women a sa propre marque? Donc oui, bonjour. Donc Made for Women est sa propre marque. Donc on crée nos produits. On a une page Instagram, un site web. Dédié complètement à les femmes avec qui on travaille. Donc oui, c'est notre marque. Merci. Vénia, tu as d'autres questions peut-être? En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site, on fait un peu de pub, sur le site de Made for Women ou sur Bond ou Gaëtan Tincelin sur les différents projets. On a aussi un retour là d'Esther Gloria Muvungi, qui a obtenu son bac en 2017 et qui nous remercie pour votre retour d'expérience et votre intervention, qui sont très enrichissants. S'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Sinon, j'avais une autre question pour vous trois. Finalement, en entendant votre retour d'expérience et votre activité, il y a quand même, effectivement, il y a le point commun que vous êtes tous les 3 rentrés à Madagascar. Mais il y a aussi le point commun où, au final, il y a quand même un domaine d'activité, on va dire, ou un secteur d'activité qui est en commun avec vous. C'est plus ou moins le respect de l'environnement. Au final, que ce soit Eileen par rapport aux produits que tu fabriques, donc Max, forcément, avec le sujet de l'environnement à Madagascar, qui était déjà important il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais encore plus aujourd'hui, que Madagascar a dû perdre plus de 90% de ses forêts, on va dire. Je ne connais pas les chiffres exacts. Et Gaëtan, toi aussi, qui est un expert en bio et qui a aussi travaillé dans des biens d'entreprise, un peu tout ce qui est dans l'agriculture et dans l'environnement. Justement, c'est un secteur porteur aujourd'hui à Madagascar, mais aujourd'hui, j'imagine, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de vous dire, parce qu'au final, vos projets répondent à un problème, donc qui est l'environnement, on va dire, ou une partie de l'environnement, mais qu'est-ce qui vous a vraiment donné la motivation de vous dire, ok, je retourne à Madagascar pour, on va dire, investir ou travailler et avoir un impact social sur l'environnement? Max, tu peux peut-être commencer? Oui, absolument. Je pense que, en fait, c'est aussi du pragmatisme. Aujourd'hui, on est en 2022. On a vu les conséquences de travailler à fond contre la nature et contre l'humain, les exploitations, etc. On voit que c'est un système qui est à bout de souffle. Donc, même si on n'était pas dans des business concernés par l'impact social ou l'impact environnemental, il faut aujourd'hui que tous les entrepreneurs prennent en compte ces problématiques-là. Parce qu'on va faire face de plus en plus à des événements liés à la disparition des ressources, au changement climatique. Et je pense qu'à toutes les échelles, que ce soit les entreprises ou même les gouvernements, il faut que ces problématiques sociales et environnementales soient les piliers
des stratégies de développement. Ça ne doit plus être vu comme une activité à côté, un team building qu'on fait à la fin de l'année ou quoi. Ça doit être le cœur des business. Et moi, je pense, c'est un avis personnel, que à l'image un peu, par exemple, de Nokia qui n'a pas su suivre les avancées des smartphones, les entreprises du 21e siècle qui ne vont pas s'engager à 100% et de façon vraiment réelle, pas juste un peu de marketing, etc. Les entreprises qui ne suivront pas ce train ne vont pas pouvoir percer sur la durée. Notre génération ne fait plus les mêmes choix de consommation. On n'a plus les mêmes attentes envers les marques, envers les fournisseurs. Et là où je suis encore plus respectueux de Gaëtan, c'est que lui, il est rentré beaucoup plus tôt que nous et il avait déjà compris tout ça en avance. Aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence. On n'est pas vraiment… Aileen et moi, on le fait à fond, on est en plein dedans, mais on n'est plus les premiers à avoir pensé à ça. C'est notre génération, aujourd'hui, ne doit être basée que sur ce genre de modèle. Donc pour nous, moi, je pense personnellement, c'était juste une évidence. Je ne me serais pas vu faire autre chose, en fait. Merci, Max. Je voulais juste te relancer sur une question. Justement, c'est une évidence qu'il faut sauver l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, avec les partenaires ou les entreprises avec qui tu travailles, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises malgaches ou les entreprises étrangères avec qui tu travailles à Madagascar, justement, ont ce même sentiment que toi? Parce que forcément, c'est triste à dire, on va dire, mais la priorité des entreprises à Madagascar, c'est pas forcément, on va dire, remettre des arbres à Madagascar par rapport à leur activité. Donc aujourd'hui, comment sur le terrain ils réagissent par rapport à ce que tu proposes? Peut-être que c'est une question très intéressante pour ceux qui nous suivent. Ouais, c'est une très bonne question. Et puis, c'est évident que nous, aujourd'hui, on a une trentaine de partenaires. Je ne peux pas affirmer que nos 30 partenaires vont mettre l'environnement au cœur de leur stratégie, qu'ils sont tous ultra conscients des impacts du changement climatique. Ce que je peux dire, par contre, c'est que nous, on essaie vraiment de les accompagner. On ne plante pas juste des arbres en leur nom. On essaie de leur faire comprendre que le fait d'investir dans la protection de l'environnement ou dans des projets sociaux, ça peut aussi aider leur business, en fait. Il ne faut pas voir ça comme donner à une association ou donner à une ONG. C'est que les business, pour être durables au XXIe siècle, vont devoir investir de plus en plus là-dedans parce que, encore une fois, les consommateurs font réellement attention à ce que font les marques. Et au final, pour être aussi pragmatique, même si certaines marques ne peuvent pas le faire ne le font pas à 100% avec le cœur, on va dire, pour nous, ça reste un moyen de réaliser des actions à Madagascar. Ça peut être mal vu ce que je dis, mais moi, au final, ce que je regarde, c'est qu'on puisse développer des projets qui aident les agriculteurs, les petits paysans à Madagascar et qu'on puisse séquestrer du carbone à Madagascar, qu'on puisse protéger les forêts à Madagascar. Donc, il faut aussi avoir une vision pragmatique quand on se lance dans un projet comme ça et surtout dans un pays comme Madagascar où la situation, on ne peut plus se permettre d'être utopiste. Très bien, merci Max. On va revenir sur… On a pas mal de questions et de remarques à travers le public. Merci Hélène pour l'initiative de Made for Women et à Marin Jiman et Nandiana Herville qui voudra discuter avec Gaëtan. Donc plus tard, après la table ronde, vous pourrez rejoindre un espace lounge, vous pourrez échanger, parler contact, parler plus projet. Ensuite, il y a une question de Narinj. Donc, merci. Donc, bonjour, merci pour cette intervention. Donc, j'aurais une question. On dit souvent que pour revenir, il faut revenir en force à Madagascar, c'est-à-dire avoir les moyens financiers suffisants et construire son projet. Que pensez-vous de cette réflexion? Gaëtan, tu peux peut-être y répondre ou commencer à y répondre. Je peux reposer la question. Alors, non, ça va, il n'y a pas de souci. C'est bon, très bien, parfait. Je te laisse répondre. C'est une très bonne question. Oui, effectivement, il est vrai qu'il faut se poser des questions avant de revenir. Peut-être avoir aussi un projet ou quelque chose à faire, mais la partie financière, pour moi, que ce soit à Madagascar, en Colombie ou ailleurs, en fait, n'a pas beaucoup d'importance à partir du moment où vous avez un projet, parce que il peut être très petit. Vous pouvez commencer avec 1 000 €, tout simplement, et grandir petit à petit en faisant grandir votre entreprise. Je pense que c'est un frein de pouvoir mettre tout de suite le mot moyen financier comme étant
une prérogative pour revenir à Madagascar. Je connais beaucoup de petits entrepreneurs qui ont commencé avec pas grand-chose et qui aujourd'hui sont à la tête de plusieurs entreprises. Donc, j'en connais même un qui savait ni lire ni écrire et qui a 280 employés aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune excuse par rapport aux moyens financiers. Par contre, il faut se donner le temps. Très bien, merci Gaëtan. Eileen, tu as peut-être une réponse sur ce sujet? Non, je suis complètement d'accord avec Gaëtan et je pense aussi, en faisant beaucoup de recherches pour des fonds, etc., il y a beaucoup d'intérêt dans les pays africains, surtout dans des pays comme Madagascar, où il n'y a pas seulement tout le projet en termes de biodiversité comme il fait Max avec Bondik. Il y a beaucoup d'intérêt international. Mais aussi dans toute la partie mode, main-d'œuvre, il y a beaucoup de, on va dire même des groupes grands comme le LVMH, au Kering, au Richemont, qui sont prêts à aider des entreprises qui veulent faire des startups dans des pays comme le Madagascar pour les aider à grandir. Et donc, il y a vraiment beaucoup de facilité à trouver aussi des fonds. Et après, comme Gaëtan disait, je suis complètement d'accord, il ne faut pas se limiter aux moyens. S'il y a vraiment un projet, un rêve qui t'intéresse et tu vois vraiment une potentialité, il faut quand même go after it. Je ne sais pas comment dire ça en français encore, désolé. Voilà. Merci Eileen. Max, avant que je puisse te poser la question qui a été posée sur les commentaires, par rapport aux moyens, j'avais vu une vidéo de toi il y a quelques mois où tu disais que quand tu es revenu à Madagascar, quand tu avais lancé ton projet Bond avec quelques amis, tu avais mis, au tout début, tu avais mis tes fonds propres, qui étaient un peu en fait le reste de tes boulots un peu étudiants au Canada. Et du coup, par rapport à cette question et concernant les moyens suffisants, est-ce que tu penses que justement, tu es un peu l'exemple où au début, dans une vidéo, tu décrivais que tu étais un peu parti de rien. Est-ce que tu peux en dire plus sur ça? Alors, parti de rien, ça, je pense que je ne sais pas si je peux le dire, mais oui, en tout cas, en termes de moyens financiers, on a toutes les recherches, on les a financées par le reste de nos poches, quoi. C'est-à-dire, ça ne dépassait pas quelques centaines. Je crois qu'en tout, on a dû dépenser 1 500 € pendant un an de recherche et sans avoir touché un seul salaire. Et en fait, on a aussi à vendre notre premier partenariat sur un PowerPoint. On n'avait pas de pépinière, on n'avait jamais planté un arbre et on a aussi trouvé des partenaires qui nous ont fait confiance pour planter On a eu 2 partenaires qui ont financé nos premiers projets sans avoir une seule brique. Et en fait, ça nous a permis de trouver le terrain, de poser les premières pépinières et après, une fois que tu fais tes preuves, si tu respectes toujours ce que les clients demandent, s'ils sont satisfaits, si tu fais le travail, ça peut venir tout seul. Mais le plus dur, c'est au début, mais ce n'est pas impossible, c'est faisable, il suffit de ne pas abandonner. Et quand je dis qu'on a 2 partenaires qui ont accepté de financer le projet sur PowerPoint sans avoir encore de track record, il y en a 2 qui ont accepté, mais on a dû envoyer 150 proforma à différentes entreprises avant ça. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais c'est faisable. D'accord, merci. Du coup, ce que tu dis rejoint un peu Bonjour Mélène, il y a une question pour toi, Max. C'est comment est-ce que ton entreprise a pu construire les partenariats et gagner la confiance des entreprises à Madagascar pour qu'ils adhèrent au projet Bond? Tu as déjà apporté quelques réponses, mais est-ce que tu peux plus développer, s'il te plaît? Alors, pour donner confiance aux premiers partenaires, déjà, je pense qu'il y a le fait de montrer qu'on a une réelle volonté de faire les choses. On ne triche pas, on apprend beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'ai jamais étudié l'agroécologie ni la foresterie, mais aujourd'hui, sur Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses, tu peux lire beaucoup de tests de mémoire, tu peux apprendre, t'entourer de personnes intelligentes et être humble. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu peux le dire. Quand tu te trompes, tu peux le dire. Et la confiance, c'est comme ça qu'elle se nourrit avec les entreprises. Les partenaires, ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit des superman parfaits. Les partenaires s'attendent à ce qu'on se donne sincèrement et que le projet, il parte d'une réelle volonté d'avoir un impact à Madagascar, en fait. Et ça, je pense que les partenaires l'ont senti à travers les rendez-vous, à travers la détermination et surtout le modèle qu'on a inventé. C'est un modèle quand même assez innovant et on nous appelle souvent un mouton à 5 pattes, en fait, parce que c'est un modèle qui est très adapté à Madagascar, mais en même temps, l'entreprise, on essaye d'avoir des process très optimisés. On a quand même la chance d'avoir plusieurs personnes qui ont
étudier les technologies de l'information, comment structurer une entreprise. On essaie de tout faire à 100% en permanence et ça, les personnes le sentent. Si les entreprises, les partenaires, les fournisseurs, le public sentent quand les gens trichent, quand c'est pas du concret. Et le but, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, c'est juste de tout donner, de tout laisser sur le carreau. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut entretenir une vraie relation de confiance. Et par exemple, même aujourd'hui, il y a des premiers projets qu'on n'avait pas forcément très bien conçus, où ça nous coûte plus d'argent que ce que ça nous a ramené de le réaliser, de le faire bien, mais on est obligé de le faire parce qu'on veut délivrer quelque chose digne de ce qu'on a promis. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur et c'est quelque chose qu'on doit garder pour le long terme. Merci Max. Ça répond à la question de Mélène. Oui, je pense que ça répond à la question. Mélène, si tu as une autre question, tu peux en profiter. Sinon, je vais enchaîner sur une autre question. Est-ce que je peux intervenir, Olivier? Oui, vas-y Gaëtan, il n'y a pas de souci, c'est une discussion. Parce que justement, le mot confiance que a demandé Mélène est très important en fait à Madagascar, parce que c'est comme ça qu'on construit aussi son parcours professionnel. Ça, par contre, à Madagascar, vous êtes vite repéré quand vous êtes quelqu'un de pas sérieux. Et ça, par contre, à Madagascar, il n'y a pas trop de deuxième chance aussi. Et c'est un élément auquel personne ne prend vraiment conscience au tout début. Mais en fait, le monde est très petit à Madagascar. Donc, tout se sait assez vite depuis Diego jusqu'à Tuléar, en passant par Malinga ou Tamata. Ça va très vite. Très bien, merci. Moi, j'avais une question, on va dire, encore plus détaillée. Donc, aujourd'hui, vous avez, on va dire que ceux qui ont commencé leur carrière ont bien commencé. Donc, Gaëtan, toi, tu es plus dans le domaine depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, pour vous, par rapport à votre activité ou à vos entreprises, quel est votre... Enfin, c'est plutôt compliqué de travailler à Madagascar, mais aujourd'hui, selon vous, quelle est encore votre marge de progression? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer par rapport au contexte malgache, par rapport au contexte économique, social, politique? Aujourd'hui, si vous devez encore améliorer quelque chose aujourd'hui, et que, pour l'instant, vous ne pouvez pas forcément le faire, mais par rapport à des craintes, des appréhensions, des contraintes, qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer aujourd'hui? Aileen, tu peux peut-être en parler? Alors, ouais. Donc, c'est un point que je parle tout le temps avec mes collègues. Donc, il faut tout améliorer. On est très, très loin de ce qu'on veut faire, de où on veut être. Alors, on vit dans un des pays les plus pauvres au monde et on est encore dans un des pays les plus pauvres au monde. Et chez Made for a Woman, on travaille encore avec des filles qui, malheureusement, ne sont pas stables. Donc, pas seulement financièrement, mais aussi émotivement, psychologiquement. Donc, il y a un travail énorme à faire, mais vraiment énorme au niveau mental, au niveau physique, au niveau nutrition, au niveau santé, au niveau éducation, au niveau financier. Il y a tous les départements, il y a tous les secteurs où il faut travailler dessus. Donc, chez Made for a Woman, on est en train de développer un projet pilote où on est en train de vraiment se dédier à comment on peut faire un impact réel, honnêtement, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de greenwashing et c'est très, très facile que tu fais un changement. C'est très facile à parler et dire que tu fais un impact sur 1000 personnes quand la réalité, c'est que dans 10 ans, elles vont vivre dans les mêmes situations. Donc, honnêtement, réellement, comment on peut même faire un petit changement dans un pays où il y a vraiment tout à faire? C'est non-stop, quoi. C'est vraiment non-stop. C'est super compliqué. Des fois, il y a des jours où vraiment, tu n'as pas d'énergie parce que tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas où terminer, tu ne sais même pas si ce que tu es en train de faire est bien pour les personnes avec qui tu travailles. Donc, on est encore très, très loin d'où on veut être. Mais je pense que j'ai une équipe qui est super dédiée, qui voit vraiment une valeur dans l'entreprise et voit vraiment un envie de vouloir changer les choses. Donc, quand les intentions sont pures, c'est tellement plus facile de travailler et voir une vision qui est beaucoup plus claire. Voilà. Très bien, merci Eileen.
je vais vous donner la parole, Gaëtan et Max, par rapport à ma question. Et on va d'abord répondre à une interrogation d'Esther qui disait qu'elle travaille continuellement sur son business plan et elle compte lancer sa start-up à Kinshasa, donc dans son pays d'origine. Et donc, plusieurs personnes croient à son projet et son étude de marché démontrent que la demande existe. Donc, elle se demandait si c'était conseillé de lancer son projet directement après ses études, sans réelle expérience de travail, et que son projet requiert très peu d'investissement financier. La réponse est oui. Max, la réponse est oui. Oui, la réponse, je pense qu'on on est tous unanimes sur ça, la réponse est oui. Je pense que moi, je dirais, forcément une... Vas-y, Max. Moi, je dirais que si tu te lances pas, tu ne sauras jamais. Voilà. Gaëtan, tu veux la réponse? Non, effectivement, Gaëtan, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions voilà, il faut faire une étude de marché, il faut faire mon projet, démontrer qu'il existe, etc., etc. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de faire toutes ces simulations depuis votre chambre et vous aurez toujours la même réponse. Si votre idée était bonne et qu'elle a marché ailleurs, ça va marcher. Donc, je pense aussi que les jeunes aujourd'hui se posent beaucoup trop de questions sur l'entrepreneuriat. Et en fait, l'entrepreneuriat, le secret, c'est d'y rentrer. Et une fois qu'on y est rentré, et si par contre on n'aime pas ça, par contre, il faut se poser la question juste après, parce qu'il y en a qui veulent être fonctionnaires, qui veulent avoir une carrière dans la fonction publique, qui est tout à fait aussi louable. Mais pour vraiment savoir si on peut le réaliser, il faut l'essayer. Merci Gaëtan, merci Max. Si je reviens sur la question... Oui, merci Esther aussi pour tes questions très pertinentes. C'est vraiment un très bel échange aujourd'hui. Je repose du coup la question que j'avais posée à Hélène tout à l'heure. Gaëtan et Max, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer? Donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup à améliorer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans vos domaines d'activité? Max, tu peux commencer? Ouais, je pense que Gaëtan et moi, on est un peu dans le même secteur globalement, qui est tout ce qui touche à l'agro et au milieu rural. Et je dirais, moi, sincèrement, tant qu'il y aura des Malgaches qui ne mangeront pas à leur faim, c'est qu'il y aura un problème dans la production. Donc ça, c'est juste la problématique de base. Et ce qu'on fait là, c'est bien, je pense, on nous félicite souvent, etc. Mais c'est une goutte d'eau, en fait. Comme Yaïline a dit, c'est vraiment rien, mais on le fait parce que c'est notre part. Mais elle sera jamais terminée. Je me vois pas sur l'échelle d'une vie me dire à un moment, ah c'est bon, on a réussi l'objectif. Et de toute façon, celui qui arrête d'essayer de progresser, je pense qu'il est mort, il arrête d'avancer. Donc, je dis souvent que les entrepreneurs doivent se focaliser sur les problèmes plus que sur leurs solutions. Et si tu ne te focalises pas sur ton problème, ta solution n'est pas forcément adaptée, les problèmes ils évoluent, etc. Donc pour nous, je pense que la progression constante et la remise en question permanente, c'est aussi le secret pour progresser et aussi pour rester humble sur le fait qu'on n'a pas encore inventé quelque chose qui a changé l'humanité, mais au moins si on a des petits impacts concrets dans notre pays, c'est déjà... personnellement, moi, je vise pas plus que déjà avoir un impact à Madagascar, quoi. Très bien, merci. Gaëtan, tu as peut-être un complément sur la réponse de Max? Oui, de toute façon, je suis complètement en accord avec ce qu'il raconte. Par exemple, nous, notre groupe Envirium Life Science, donc on est sur 4 piliers. Il faut se donner aussi des visions, des piliers, des choses aussi sur lesquelles on peut se visualiser pour pouvoir justement avoir des progressions. Parce que si on ne se donne pas aussi quelques jalons pour pouvoir les atteindre, c'est très difficile de pouvoir les atteindre. Donc, définir ses objectifs, ça peut prendre du temps, comme ça peut être aussi la volonté de ses dirigeants. Donc, par exemple, nous, le cœur de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est la biodiversité et le living income. Donc, le living income, c'est le revenu décent. Aujourd'hui, c'est devenu un mot tellement à la mode que je pense que beaucoup de gens n'ont même pas encore vraiment la précision technique pour comprendre qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit avoir un impact réel, c'est sur ce que gagnent en fait les gens tous les jours pour leur pouvoir d'achat. Tant qu'il y aura des gens qui ne seront pas capables de pouvoir se nourrir, il est impossible de parler d'un développement un peu plus long terme. Donc en fait,
déjà, rien que de répondre à cette base-là, répondrait déjà à beaucoup de choses. Et pour atteindre cette base-là, finalement, ce n'est pas très compliqué en milieu rural, contrairement en milieu urbain, là où travaille par exemple Eline. Parce qu'en milieu rural, vous avez déjà la place. Et par contre, il faut avoir ce qu'on appelle un développement territorial. Et la plupart des gens aujourd'hui à Madagascar se regroupent sur des endroits où on était déjà il y a plus de 60 ans. Et donc, en fait, on a un problème de concentration au niveau, que ce soit urbain ou rural, alors qu'il reste des disponibilités de terrain qui, des fois, sont complètement immenses, voire complètement démesurées, et qui pourraient justement répondre à nos propres besoins et même exporter, comme on faisait en 1960, du riz, par exemple. Merci Gaëtan. On a une question de Mélène qui pose des questions vraiment très, très pertinentes. Donc, elle dit que donc, la question se dirige vers vous trois. Donc, vos projets semblent tous tournés vers l'impact social et sociétal et mis sur l'engagement de la communauté. Donc, première question, comment faites-vous pour les engager et vous accompagner sur vos projets? Et deuxième question, et vous parlez d'impact social, sociétal, etc. En fait, comment vous évaluez l'impact de vos projets justement sur cet aspect social? Eline, je te passe la parole. Comment est-ce que tu évalues Ouais, donc c'est exactement ça qu'on est en train de travailler dessus en ce moment. Donc, il faut travailler avec des professionnels parce que sûrement, il faut avoir l'expérience dessus. Donc, travailler avec des professionnels, donc des médecins, des psychologues et créer des KPIs, des questionnaires qui sont adaptés aux personnes avec qui tu travailles. Donc, créer des questionnaires, faire des group surveys, ça prend du temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut le faire dans un an. Surtout une marque comme Made for Home qui a été créée en 2019. On vient de réellement commencer à vraiment comprendre comment évaluer l'impact qu'on est en train de faire avec nos projets. Donc, ça va être très intéressant. On travaille avec des professionnels en ce moment pour créer un programme de 1 an et voir si les KPIs qu'on est en train de mesurer en ce moment-là ont vraiment un impact direct aux femmes ou pas. Et donc, c'est un travail de plusieurs années et c'est beaucoup de patience. Il faut comprendre la culture, il faut comprendre leur mentalité. C'est beaucoup de petits points qu'il faut prendre en compte. Mais c'est très, très intéressant. Et à la fin de chaque année, on va publier sur notre site web notre Sustainability Report où tout le monde pourra voir vraiment nos objectifs de l'année et si on arrivait à atteindre ces objectifs et l'impact qu'on veut réellement créer avec nos femmes. Merci Eline. Max, tu peux réagir peut-être sur la question? Alors, nous, comme j'expliquais, l'impact social, c'est autant valorisé que l'impact environnemental. Et tout le monde s'attend à chaque fois, dans la pensée commune, ils pensent que le reboisement, c'est vraiment quelque chose d'environnemental, mais sauf que c'est l'humain d'abord qui est touché par la déforestation et qui peut aussi bénéficier de la reforestation et du reboisement. Donc nous, on place vraiment les communautés au centre de nos projets. Et c'est toute une stratégie avec beaucoup d'étapes, c'est vraiment des procédures très claires, comment on aborde les communautés locales, les hiérarchies aussi, les structures de hiérarchie locale, à quel point c'est quelque chose de très important, et l'engagement communautaire. Donc typiquement, on a des médiateurs sociaux dans chacune de nos régions, dont l'unique métier, c'est l'engagement des communautés, les comprendre. Dans nos différents projets, les communautés ne parlent pas forcément la même langue que nous ou que nos équipes techniques, n'ont pas forcément les mêmes cultures, n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il faut, comme Eline disait, que ce soit du bottom-up, vraiment que ça parte de leurs besoins et les comprendre. On a aussi une responsable des projets sociaux qui est basée au siège à Tana, qui coordonne en fait les activités sociales avec chaque médiateur dans chaque projet. Ensuite, en termes de KPIs au niveau social, déjà, il y a bien sûr les emplois que l'on crée, le nombre de personnes qu'on a pu sensibiliser. Nous, on travaille aussi, par exemple, le nombre de paysans qui ont pu avoir leur terrain reboisé, qui ont pu générer des revenus. On arrive à valoriser en fait les revenus économiques générés par nos projets dans chaque région. On fait aussi des champs-écoles. Donc, dans chaque région, il y a des champs d'agriculture, de permaculture.
et avec des séances de sensibilisation et de formation pour que les populations locales puissent découvrir de nouvelles techniques avec les mêmes moyens, avec les mêmes semences et les mêmes intrants, mais juste du savoir-faire. Donc tout ça, c'est de l'impact social qu'on arrive à valoriser. Et puis, c'est très important de le valoriser parce que sinon, les partenaires, ils attendent ça, en fait. Les partenaires attendent de savoir quel est l'impact des projets qu'ils vont financer. Et après, il y a aussi les retours des communautés. Comme il a dit, il y a des questionnaires, des enquêtes de satisfaction. Qu'est-ce qu'ils aimeraient en fait, les feedbacks, on en demande tout le temps parce que ça nous permet de nous améliorer nous, ça nous permet d'améliorer notre modèle et ça permet de garantir que ce qu'on propose correspond en fait aux attentes et aux besoins des populations. Très bien, merci Max. Gaëtan, Et écoutez, il y a deux champs écoles justement qu'il faut bien ressortir, c'est que où vous utilisez des guidelines, c'est-à-dire vous avez des choses qui sont écrites et que vous suivez, donc les certifications, des choses qui vont vous aider à pouvoir produire justement vos propres impacts, ou sinon vous avez cette deuxième méthode-là, c'est de savoir est-ce que vous avez eu un impact sur la vie avec des gens avec lesquels vous êtes ou en train de travailler ou de leur donner des revenus supplémentaires. Et donc la vraie difficulté, elle est là, c'est que quelle est votre méthode cible que vous-même, je dis bien vous-même, même pas l'entreprise, vous avez envie en fait de partager. Parce que ces deux méthodes-là, en fait, vous permettent au final de délivrer, des deliverables comme ils disent en anglais, ce que vous êtes capable de faire comme impact. Et moi, je vais vous raconter une histoire d'une coopérative en milieu rural qui, en 2009, ont posé un projet pour pouvoir exporter leurs produits et qui, au final, au bout de 7 ans, avec les revenus qu'ils ont pu avoir, ils ont pu envoyer leurs enfants à l'université. Et ça, pour moi, c'est l'impact social le plus flagrant, c'est-à-dire que les enfants, durant le moment où il y a eu, dirais-je, cette opportunité de faire des exports, ils ont réfléchi, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je voudrais partir à l'université. Et donc, ce changement de comportement, pour moi, ça, c'est l'impact qui est très difficile aussi à faire sentir sur les papiers, donc l'effectiveness, comme ils disent en anglais, parce qu'on est aussi des humains. Hein. Il n'y a pas que les KPI, des choses aussi qu'on va faire sortir à gauche, à droite. Vous savez, comme a dit Hélène, le greenwashing, on est en plein dedans sur toute la planète et on se rend compte que le climate change, au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent en plein dedans et qui font des actions concrètes. On va planter des arbres, on va sortir les gens de la rue, on va mettre 3000 personnes avec des emplois. Donc, sur cette évaluation finale, donc, vous avez les papiers, vous avez la réalité. Pour Madagascar, ces évaluations sociales, au jour d'aujourd'hui, ne seront représentatives que dans très peu d'endroits et la plupart des gens sont quand même laissés pour compte de ce qu'ils font tous les jours. Donc, il y a du boulot. Hein. Très bien, merci. On arrive déjà, on va bientôt arriver à la fin de notre table ronde. Donc, merci au public pour avoir posé ces questions. On va essayer de conclure, on va dire, sur une bonne note. Donc, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Aujourd'hui, donc, en tant qu'entrepreneur ou gestionnaire d'entreprise ou à travers vos activités à Madagascar, si vous pouvez, on va dire, donner trois, on va dire, qualités qu'il faut avoir ou 3 points forts pour commencer une activité ou pour réussir à Madagascar selon votre expérience, en 3 points. Si vous pouvez donner des conseils aux gens qui nous ont posé des questions ou aux gens qui nous suivront plus tard sur les réseaux sociaux. Vraiment 3 points clés sur, on va dire, un peu les clés de la, on va dire, les clés de la success story en entrepreneuriat dans un pays en voie de développement ou émergent. Hélène, honneur aux femmes. Honneur aux dames, pardon. En 3 points. Donc, rapidement, en 3 points pour conclure. Ok, donc il faut être super optimiste. Il faut jamais regarder seulement les problèmes. Il faut penser aux solutions. Il y aura tout le temps des problèmes. Donc, ça fait partie du travail. Il y aura tout le temps du problème et il faut avoir toujours une vision optimiste. Et je pense qu'il faut vraiment vouloir faire un changement. Donc, avoir, comment on dit ça, avoir des, par exemple avec Made for Women, l'objectif réel à la fin, c'est vraiment d'aider des personnes. Donc, cette intention réelle et génuine, vraiment, ça aide beaucoup et ça te porte
au-dessus des problèmes, des obstacles. Donc, je pense que j'ai dit 3 ou 2, je ne suis pas sûre, mais pour moi, c'est les choses les plus importantes. Voilà. Okay. Merci. Oui, Gaëtan, si justement, enfin, les 3 meilleurs, on va dire, je pense qu'il y en a plus que 3 pour de qualité et de points forts, mais pour toi, quels sont les 3, si tu dois en retenir 3, quels sont-ils? Alors, même si ce n'est pas très positif, mais il faut oser échouer. La plupart du temps, on pense qu'il faut avoir tout écrit bien comme il faut, avec tous les chiffres, les KPI, avant de faire quoi que ce soit. Donc, il faut oser. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vais dire qu'il faut comme qualité, il faut vraiment oser. La deuxième chose, et qui est assez, il faut être persévérant. La persévérance est maître mot dans ce que l'on fait ici, parce que justement tous les problèmes qu'on a tous les jours, mais en étant persévérant, on arrive toujours à nos fins. Et peut-être une note un peu plus aussi exotique, parce que si on revient dans les pays d'origine ou dans les pays dans lesquels où justement il y a des problématiques, c'est que en fait on y croit aussi en ce pays. Donc il faut croire aussi en pays là où on va rejoindre et où on va justement poser ses bagages. Parce que si on ne croit pas aussi en pays où on est, on risque vite fait de se dire, bon, finalement, il y a trop de choses à faire, je ne vais pas y arriver, je prends mon bagage et je pars ailleurs. Seulement, quand on part ailleurs, c'est pareil. Et donc, en fait, quand on choisit son pays, ben, on choisit aussi de croire en ce pays. Très bien, merci Gaëtan. Max, je te laisse conclure et j'enchaînerai en... Merci Eline et Gaëtan, j'ai vraiment aimé écouter les 3 caractères qu'ils imaginaient. Moi, je pense il y a en premier, je dirais l'autonomie, parce que quand on entreprend, c'est très important de savoir qu'on est maître de son destin, de ses décisions, qu'au bout d'un moment, il n'y a plus quelqu'un qui a la réponse parfaite. C'est pas comme si on était à l'école où il y a un prof qui sait, qui va te noter, etc. L'entrepreneur, il doit être confiant en ses décisions et savoir qu'on ne saura jamais si c'était la bonne ou la mauvaise, vu qu'au moment T+1, tout a changé, c'est un autre contexte, etc. Donc, être autonome dans sa prise de décision, avoir le minimum de billets psychologiques possible. Ensuite, le leadership, je pense que c'est très important pour savoir attirer une équipe derrière soi, s'entourer de personnes compétentes et qui ont foi au projet et en la vision. Et donc ça, je pense que ça requiert du leadership. Et en dernier, ça rejoint un peu l'adaptation. Je pense que Gaëtan avait dit, mais moi je dirais la résilience. Ah, Gaëtan avait dit la persévérance. Je pense qu'on peut dire la résilience aussi, quoi, parce que ici, comme on a dit tout le long de cette intervention, on s'en prend des coups et la thèse de l'abandon, elle peut venir à tout moment et à tous les jours, etc. Et je pense qu'un entrepreneur qui n'a pas de résilience à Madagascar ne va pas durer très longtemps. Merci Max. Bah, franchement, merci à vous 3 pour vos interventions vraiment très enrichissantes, et j'espère que c'est réciproque, que vous partagez ce ressentiment. Moi, je vais plutôt finir sur une phrase un peu corporate Union et LFM, c'est que nous, on se dit que l'avenir se fait en réseau. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce forum. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une carrière ou une start-up, une entreprise ou des projets, ça se fait aussi avec un réseau. Donc, après cette table ronde, vous pourrez, si vous voulez, réseauter à travers un espace lunch qui sera mis en place juste après la table ronde. Vous pourrez communiquer avec soit des gens qui vont vous poser des questions. Gaëtan, par exemple, a été sollicité par un intervenant déjà qui travaille à Madagascar et qui voudrait peut-être collaborer avec toi. Donc, c'est ça aussi, réseauter. En tout cas, c'était un échange très intéressant. J'imagine que vous êtes au début de vos projets, au début de vos carrières pour Eline et Max, et Gaëtan qui est un peu plus, on va dire, dans l'expérience, on va dire. En tout cas, on remarque que par rapport aux questions, nos intervenants étaient vraiment très intéressés. Donc, n'hésitez pas les intervenants, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. La vidéo sera publiée sur nos réseaux sociaux. Merci Eline, merci Gaëtan, merci Max. J'imagine que juste après, soit vous êtes en pause déjeuner, soit vous allez vaquer à vos occupations pour développer votre activité. Alors, le forum professionnel de la LFM continue. Il y a pas mal de sessions, notamment il y a encore 2 tables rondes dans la journée et pas mal d'entreprises, de start-up aussi qui vont faire leur retour d'expérience.
Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Andrés Escobar qui va donner son témoignage. Il habite au Salvador, mais qui va donner... il a un très bon profil, donc si vous voulez réseauter aussi, peut-être en Amérique centrale ou du Sud, c'est très intéressant le parcours qu'il va présenter. Mais en tout cas, je vous remercie tous les trois pour votre disponibilité, pour l'échange. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, donc moi je connaissais un peu Max à travers nos échanges. Est-ce que vous trois, vous vous connaissiez avant ce forum ou pas du tout? Et on pourra conclure peut-être sur cette belle note. Moi, je connais Aileen et Gaëtan en tout cas. Ouais. Moi, je connais Max. Je connaissais que Max. Ouais. Moi aussi, je connais Max. Bah, voilà. On aura en tout cas réussi, très bien. Bon, on aura en tout cas réussi au moins à nous faire rencontrer à travers ce forum. Donc on peut garder contact. J'imagine qu'on aime tous Madagascar, ou même d'autres pays, mais on pourra peut-être apporter notre pierre à l'édifice un jour ensemble. Donc merci vraiment à vous trois pour cette intervention. Voilà, donc vous pouvez continuer sur l'espace Lune si vous voulez discuter avec d'autres personnes, ou je vous laisse vaquer vos occupations. Merci à tous en tout cas, merci Max, merci Eline, merci Gaëtan. Beaucoup. À bientôt, bonne journée. Merci. Allez, au revoir à tous.